Bonjour pour un nouveau cours. Concernant la troisième unité, le transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine. Toujours dans le chapitre numéro 2, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. On a vu dans le premier problème le cas du monohybridisme. On a vu le cas de gènes portés par un chromosome autosomal. Puis on a vu le cas de gènes portés par le chromosome gonosomal. Maintenant, on va voir le cas de dihybridisme. Le dihybridisme est l'étude statistique simultanée de la transmission de deux caractères correspondant à deux couples d'allèles ou deux gènes, portés par deux couples de chromosomes homologues ou non. Elle permet de détecter certains phénomènes importants qui se produisent lors de la méiose, notamment la répartition aléatoire des chromosomes homologues dans les cellules filles, tels le brassage chromosomique, le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique, c'est-à-dire les crossing over. Pour cette étude, on réalise des croisements qui permettent de déterminer si les gènes codants pour les caractères étudiés sont indépendants, portés par des paires de chromosomes différents, comme dans ce cas, le gène A est porté par le chromosome qui est grand, et le petit chromosome porte le gène B. Donc deux gènes qui sont portés par deux chromosomes non homologues ou chromosomes différents. Donc si les gènes codants pour le caractère sont indépendants ou liés. Pour lier, ils sont portés par la même paire de chromosomes. Donc une seule paire de chromosomes porte à la fois les deux gènes A et B. Par exemple, pour les deux caractères, là la couleur des yeux et la longueur des ailes. Là, la forme et la couleur du poivron. Là, la couleur et l'aspect du poil du lapin. Là aussi pour cet oiseau-là. Comme question, comment savoir que les gènes étudiés sont indépendants ou liés? Comment étudier le mode de transmission de deux caractères déterminés par deux gènes indépendants? Et comment étudier le mode de transmission de deux caractères déterminés par deux gènes liés? On va commencer par le cas de gènes indépendants. Gènes indépendants signifie la transmission de deux gènes situés sur deux chromosomes différents, non homologues, qui peuvent être tous les deux autosomaux ou un chromosome autosomal et l'autre sexuel. C'est-à-dire un gène est porté par un autosome et un autre gène qui est porté par un chromosome sexuel ou un autre chromosome autosomal. Donc, comme problème, comment peut-on déterminer si les gènes étudiés sont indépendants? Puis, comment déterminer si les gènes étudiés sont des chromosomes autosomaux ou non? Pour cela, nous allons voir différents cas possibles. Dans le cas de deux gènes portés par deux chromosomes autosomaux différents, et dans le cas de deux gènes portés par deux chromosomes différents, un autosomal et l'autre sexuel. Dans ce cas même, on va voir les gènes avec dominance totale pour les deux gènes, avec dominance totale de l'un et codominance de l'autre, codominance des deux gènes, ou dominance de l'un et l'autre elle est létale. Pour l'autre cas, on peut voir aussi le cas de transmission de gènes portés par un autosomal et par un autre qui est sexuel. Dans le cas de dominance totale pour les deux gènes, codominance pour les deux gènes, et d'autres cas bien sûr. Je ne peux pas faire toute cette partie-là, ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour cela que je vais traiter un exercice ou deux chaque fois. Et on va commencer par le cas de deux gènes portés par deux chromosomes autosomaux différents avec dominance totale pour les deux gènes. On a ici une expérience réalisée par Mendel. Donc Mendel a entrepris de croiser deux pois issus de lignées pures qui présentent chacun deux caractères. La lignée A, un pois produisant des graines jaunes et lisses. La lignée B, un pois produisant une graine verte iridée. Il réalise les croisements présentés dans le document suivant. Voilà donc les petits pois jaunes et verts, ils peuvent être ridés.
Donc il réalise le premier croisement entre ces pois jaunes, lisses et verts ridés. Et il obtient à la première génération F1, issue du croisement A fois B, présente un phénotype identique pois jaunes et lisses. C'est-à-dire on a une génération qui est homogène. Au deuxième croisement, il croise ensuite les plantes de F1 entre elles. Donc les F1 entre elles. Il obtient une génération F2 composée de 315 pois actualidone lisses de couleur jaune, 108 pois lisses verts, 101 ridés jaunes et 32 ridés verts. Le troisième croisement, il croise les plantes de F1 avec une plante à graines vert ridées et obtient une génération composée de 176 lisses jaunes, 175 lisses vertes, 173 ridés jaunes et 174 ridés verts. Comme question. À partir des données proposées, que peut-on déduire de l'analyse des deux premiers croisements? Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, établir l'échiquier de rencontre des gamètes produits par les individus F1 et déterminer les proportions phénotypiques théoriques des individus de F2, puis comparer les proportions théoriques aux résultats expérimentaux, puis conclure. Et enfin, troisième question, quel est l'intérêt du troisième croisement? D'arrêter la vidéo pour répondre aux questions et après redémarrer là pour corriger vos réponses. Donc, que peut-on déduire des deux premiers croisements? Si on voit le premier croisement, on a une génération qui est totalement homogène, de graines jaunes. Donc, ça nous rappelle la première loi de Mendel. Les parents sont de race pure. Et puisqu'il y a apparition d'un caractère de l'un des parents, donc c'est lui le dominant. Donc, il y a ici une dominance concernant lisse et concernant le jaune. Donc, comme réponse, il s'agit d'un cas d'hybridisme, car les parents croisés diffèrent par deux caractères contrôlés par deux gènes à deux allèles. Le premier couple, gène qui contrôle la forme du cotylédon, les allèles lisses et ridés. Le deuxième couple, gène qui contrôle la couleur des cotylédons, les allèles jaunes et verts. Du premier croisement, on a une génération F1 uniforme, c'est-à-dire homogène, et que tous les individus de F1 sont tous lisses jaunes, semblables au phénotype d'un des parents. Donc les parents croisés sont de race pure d'après la première loi de Mendel. Et du fait que les individus F1 ont un phénotype identique à celui de l'un des parents, permet de dire qu'il y a une dominance. Et ainsi, pour le premier couple d'allèles, la forme du cotylédon, l'allèle lisse domine sur l'allèle ridé, et on note grand L, lisse grand L, et ridé petit r. Pour le deuxième couple, la couleur, l'allèle jaune domine sur l'allèle vert, donc le jaune, on va le noter en majuscule grand J, et le vert récessif, on va le noter petit v. Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, c'est-à-dire le deuxième croisement, c'est celui-là, c'est F1 fois F1. Or, on sait que la génération F1 sont hétérozygotes, c'est-à-dire où ils possèdent les 4 allèles. Réponse 2. Le deuxième croisement est un croisement entre hybrides F1 fois F1, entre des doubles hétérozygotes et qui sont 100% homogènes, c'est-à-dire tous ils sont jaunes lisses. Donc leur génotype L petit r, J petit v. Et on obtient une génération F2 hétérogène composée de 4 phénotypes, 2 parentaux ressemblant aux parents P1 et P2 et 2 nouveaux phénotypes néoformés appelés phénotypes recombinés, à savoir jaune ridé et vert lisse. Si on étudie les caractères séparément, caractère par caractère, comme dans le cas du monohybridisme, le premier caractère, lisse ridé. Lisse, on a 315 plus 108, ça donne 423. Le pourcentage est 3/4. Le ridé présente 1/4. Donc ça prouve qu'on a au F1 fois F1, 3/4, 1/4, ça prouve qu'il y a une dominance de ce premier gène. De même pour le deuxième gène, on va faire le même calcul, c'est-à-dire de pourcentage, et on trouve aussi 3/4, 1/4. Donc ça prouve que pour le premier caractère, l'allèle lisse est dominant sur ridé et jaune dominant sur vert. L'interprétation chromosomique du premier croisement.
Donc, on a les parents P1, P2. On fait ce croisement-là pour savoir le génotype de F1. Donc, on croise les parents P1 fois P2, lisse, jaune, ridé, vert, puisqu'ils sont homozygotes. Donc, LL, JJ, RR, VV. Les gamètes sont LJ et RV. On sait que un type qui est homozygote ne donne qu'un seul type de gamète. Et un gamète contient un exemplaire pour chaque chromosome. Donc, exemplaire de ce chromosome, c'est grand L. Un exemplaire de ce chromosome, c'est J. Donc, on va avoir LJ comme gamète. L'autre va donner RV. La rencontre des deux gamètes va donner L petit r, J petit v. Et ce qui va apparaître comme phénotype, c'est LJ. Ça veut dire lisse jaune. Et on a un double hétérozygote 100% homogène, comme dans les résultats qu'on a ici. Le deuxième croisement, celui qu'on nous demande. Donc les parents sont les F1 fois F1. Puisqu'ils ont le même phénotype lisse jaune, leur génotype, ce sont des hétérozygotes, les voilà. Et un hétérozygote va donner bien sûr 4 types de gamètes. Si on prend un allèle pour chaque chromosome, donc on va avoir grand L, grand J, grand L, petit v, petit r, grand J, petit r, petit v. De même pour l'autre F1. Donc voilà les 4 gamètes qu'on peut avoir et qui sont bien sûr équiprobables, c'est-à-dire de même proportion. Un quart, un quart, un quart, un quart. Donc chaque individu, double hétérozygote, femelle et mâle, de F1 produit 4 sortes de gamètes équiprobables, un quart ou 25%, selon la troisième loi de Mendel. La troisième loi de Mendel, c'est une loi de ségrégation indépendante des allèles, qui dit que lors de la formation des gamètes, la ségrégation des deux allèles d'un gène se fait indépendamment de la ségrégation des deux allèles d'un autre gène pour porter sur une autre paire de chromosomes. Donc lors de la méiose, donc on a ici l'individu F1, son génotype. Après, il va y avoir, avant la méiose bien sûr, il va y avoir la réplication. Donc un dédoublement de chromosomes qu'on a ici. Donc un seul L va donner maintenant 2 L, 2 LL, 2 petits r, 2 grand J et 2 petits v. À la première division, remarquez ici ce qui se passe. Donc séparation des chromosomes homologues. Et à la deuxième division, c'est-à-dire équationnelle, donc on va y avoir séparation des chromatides. Et on va avoir ces gamètes. Donc les gamètes grand L, grand J, petit r, petit v, grand L, petit v, et petit r, grand J. Donc c'est ça les gamètes qu'on va utiliser pour la continuité du cours. Donc les gamètes obtenus. Puis on demande d'établir l'échiquier. Alors l'échiquier de rencontre des gamètes. Donc ces gamètes du mâle avec les gamètes de la femelle. On les met dans un tableau de 4 colonnes et 4 lignes. Là on met bien sûr les gamètes du mâle et là les gamètes de la femelle. La rencontre des gamètes, donc grand L, grand J du mâle, vont rencontrer grand L, grand J de la femelle. L'expression va donner grand L, grand J, puisque ici on a un quart fois un quart, ça veut dire il y a un 16e. D'ailleurs, il y a 16 cases. À partir de l'échiquier du deuxième croisement, on constate que dans chaque case de la grille, la probabilité est de 1/16e. S'obtient par la règle du produit un quart fois un quart, car la composition des zygotes F2 provient de deux événements indépendants qui sont la production respective de gamètes femelles et des gamètes mâles. Donc la probabilité qu'un individu soit LLJJ provient bien sûr de la rencontre d'un gamète LJ avec un gamète LJ, puisque celui-là a une probabilité de 1 quart fois 1 quart, ça va donner 1/16e. On obtient ainsi 4 phénotypes différents dont les proportions théoriques sont les individus grand LJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a 9 sur 16. Pour l'individu L, grand L, petit v, on a 3 sur 16. Et RJ, on a 3/16e. Et pour les RV, on a seulement 1, le voilà.
c'est la rencontre de RV de la femelle avec RV du mâle va donner RV, c'est-à-dire comme phénotype et en proportion de 1/16. Donc, en comparant ces proportions théoriques avec celles expérimentales obtenues, on voit qu'elles sont proches et conformes, ce qui montre que les éléments responsables de caractères différents se comportent de façon indépendante. La ségrégation indépendante des caractères héréditaires, et on suppose que les deux gènes sont portés par deux chromosomes différents, donc sont indépendants. Quel est l'intérêt du troisième croisement? Le troisième croisement qu'on a ici, on a un F1 qui est hétérozygote avec une plante à graines vert ridées. C'est-à-dire les verts ridés, ce sont les caractères récessifs. Donc on a ce qu'on appelle un test cross. Donc le troisième croisement est un test cross. F1 double hétérozygote avec F0, c'est-à-dire un individu double homozygote récessif. L'hybride double hétérozygote va donner, comme on a vu tout à l'heure, 4 sortes de gamètes différents, équiprobables, alors que l'individu au phénotype récessif pur ne peut donner qu'un seul gamète, qu'un seul type de gamète, c'est RV. Donc l'interprétation chromosomique, là voilà, F1 fois F0, J jaune lisse fois vert ridé, celui va donner 4 types de gamètes et celui-ci va donner seulement 1. Lors de la gamétogenèse, chez l'hybride F1, il y a séparation indépendante des chromosomes homologues et chaque cellule haploïde reçoit l'un ou l'autre des deux chromosomes de chaque paire de chromosomes homologues. Dans notre cas précis, il se forme 4 types de gamètes ou 4 lots haploïdes équiprobables. Comme échiquier, le voilà. Donc, RV, c'est-à-dire le gamète ridé vert, et les 4 gamètes de F1, lisse jaune, ridé jaune, lisse vert et ridé vert, vont se rencontrer pour donner 4 types de phénotypes, et en même proportion. Dans la génération F2 obtenue, on constate que les 4 phénotypes obtenus et leurs proportions dépendent uniquement des gamètes produits par l'individu de génotype inconnu, le testé. Ici, F1, double hétérozygote, qui produit 4 types de gamètes à une fréquence de 1/4 chacun, alors que l'individu testeur homozygote produisant un seul type de gamète, RV, n'influence pas les phénotypes qui apparaissent à l'issue de ce croisement. Donc, si à partir d'un test cross ou un back cross, on obtient 4 phénotypes dont des proportions 1/4, 1/4, 1/4 et 1/4, pour proportion des phénotypes parentaux est égale au phénotype recombinés, cela signifie que l'individu de génotype inconnu, le testé, est un double hétérozygote et produit 4 types de gamètes équiproportionnels. Les deux couples d'allèles étudiés sont portés par deux paires différentes de chromosomes homologues, donc indépendants. D'où l'intérêt du test cross. Obtenir les proportions 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 caractérise le dihybridisme avec ségrégation indépendante des couples d'allèles ou gènes indépendants. Donc ce qui est à retenir. Dans le cas de deux gènes indépendants, le croisement entre deux hybrides F1 fois F1 donne une génération de F2 sous forme de 9, 3, 3, 1. 9/16 et 1/16 phénotypes parentaux, 3/16 et 3/16 phénotypes recombinés. Alors que le croisement test, c'est-à-dire le test cross, donne 4 phénotypes, 2 parentaux et 2 recombinés de même pourcentage, 25% chacun. Les phénotypes recombinés sont le résultat du brassage interchromosomique et la troisième loi de Mendel est applicable. On va voir un deuxième cas. Chez la drosophile, on cherche à valider si deux gènes sont localisés sur la même paire de chromosomes ou sur deux paires de chromosomes différents. Pour cela, on réalise les croisements dont les résultats sont présentés par la figure ci-contre. On croise deux drosophiles de race pure. L'une a aile longue et corps gris, l'autre a aile vestigiale et corps ébène. Donc,
L vestigial et le corps ébène, à peu près noir. L'autre, elle est L longue et corps gris. Le deuxième croisement, on croise une drosophile de la génération F1 avec le parent double homozygote récessif. Et on obtient ces résultats. Les voilà. On procède à un troisième croisement entre des individus de la F1. Donc on a les parents, croisement du parent, il donne F1 et on a F1 fois F1. Il donne ces résultats-là, les voilà. Donc comme question, interprétez les résultats du premier croisement. Qu'appelle-t-on le deuxième croisement et quel est son intérêt? Calculer le pourcentage des différents phénotypes obtenus en F2. Que peut-on déduire de ces pourcentages? Réalisez l'interprétation chromosomique des résultats de ces croisements pour justifier vos réponses. Dressez le tableau de l'échiquier du croisement F1 fois F1 et comparez les résultats théoriques avec les résultats expérimentaux et que peut-on déduire? Bien sûr, comme toujours, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour répondre aux questions tout seul, puis démarrer là pour corriger vos réponses. On commence par la première question. Interprétez les résultats du premier croisement. Premier croisement, le voilà. Le résultat, le voilà. Donc, on a des drosophiles à ailes longues et corps gris. Donc, génération homogène, ressemblant à l'un des parents. Donc, la première loi de Mendel est applicable. Les parents sont de race pure. Et il y a dominance des allèles dans chaque gène. D'après les résultats du premier croisement, on constate que les individus de la génération F1 sont homogènes et sont tous des phénotypes ailes longues et corps gris. On peut donc en déduire que les allèles dominants sont les ailes longues, on va les noter grand L, et corps gris notés grand G. Alors que les allèles récessifs sont notés petit v pour les ailes vestigiales et E pour le corps ébène. Qu'appelle-t-on le deuxième croisement? Alors, deuxième croisement, on croise une drosophile de la F1 avec un double récessif. Donc, c'est un test cross. Ce type de croisement est nommé un test cross ou un back cross, car c'est un croisement entre un individu de F1 et un individu double hétérozygote récessif. Son intérêt est de vérifier la ségrégation indépendante des allèles. C'est-à-dire, elle va nous aider à déterminer si les allèles ou si les gènes étudiés dans ce cas sont indépendants ou sont liés. Les individus doubles homozygotes récessifs ne produisent qu'un seul type de gamète, qui va être VE. Et ce sont les allèles apportés par les gamètes des hybrides de F1 qui vont déterminer le phénotype de la génération F2. Le dénombrement des phénotypes issus du back-cross permet donc de déduire si les gènes sont liés ou indépendants. D'où l'intérêt de ce type de croisement. Calculons le pourcentage. Le résultat du back-cross donne une génération F2 composée de, voilà les résultats qu'on a ici. Le calcul du pourcentage donne ces valeurs-là. Et on constate que ces valeurs sont proches de 25, 25, 25, 25%. Donc les proportions obtenues au F1 sont de 25%, ne peuvent être expliquées que par le fait que lors de la formation des gamètes de F1, il y a alors un brassage interchromosomique en anaphase 1. Ceci aboutit à la formation de 4 types de gamètes portant respectivement les combinaisons alléliques suivantes LG, VE, LE et V et petit vg. On peut donc en conclure que les deux gènes étudiés sont situés sur deux chromosomes différents, et c'est-à-dire qu'ils sont indépendants. Et on nous demande de réaliser l'interprétation. On sait maintenant qu'il y a dominance et on sait que les gènes sont indépendants. Donc l'interprétation, c'est très facile à faire. Interprétation chromosomique des résultats du premier croisement et du deuxième croisement. Donc le premier P1, P2, LG, petit v, petit e, homozygotes vont donner un seul type de gamète. Les deux gamètes vont se rencontrer pour donner le F1. Donc le F1 il est hétérozygote, il contient les 4 types d'allèles étudiés dans ce cas-là. Croisement entre les F1 avec un individu qui est récessif, doublement récessif. Donc les F1 vont donner, leur génotype, le voilà,
le génotype de l'individu récessif, le voilà. Le F1 va donner 4 types de gamètes de même proportion, alors que le récessif doit donner seulement un seul type de gamète. Et la rencontre de ces gamètes va donner un quart de drosophile grand L grand G, un quart de grand L petit e, un quart petit v grand G et un quart petit v petit e. Dressez le tableau de l'échiquier du croisement F1 fois F1. Alors, pour F1 fois F1, donc on sait que les F1 ont le même phénotype. Et ils ont bien sûr le même génotype. LV sur un chromosome, GE sur un autre chromosome. Hétérozygote va donner les 4 gamètes différents, mais de même proportion un quart. De même pour le F1, l'autre F1. Si on met le tableau, donc 4 gamètes et 4 gamètes, on va avoir un tableau de 16. Lorsqu'on fait la rencontre des gamètes, on va avoir ces génotypes et ces phénotypes. Donc le tableau suivant récapitule les phénotypes, les génotypes et les proportions statistiques obtenues à la F2. Les phénotypes, génotypes et proportions. Donc langue gris, c'est-à-dire L longue et corps gris. On va avoir leur génotype, le voilà. On va avoir seulement 9/16e. 4, 2 et 2, 8 et 1, 9. Vestigial gris. On a VVGG, le voilà, et VVGE, le voilà. Et ils ont le même phénotype. On a 3/16. De même pour les langues ébène, 3/16. Vestigial ébène, on a seulement 1/16. On déduit que les proportions statistiques 9, 3, 3, 1, 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e caractérisent un hybridisme avec ségrégation indépendante des deux gènes. C'est-à-dire que les gènes étudiés sont indépendants. Comme conclusion, lorsque l'on s'intéresse à deux caractères lors du croisement de F1 fois F1 et que si l'on obtient les proportions 9, 3, 3, 1 pour les 4 phénotypes de en F2, pensez à formuler l'hypothèse selon laquelle chaque caractère est codé par un gène avec 2 allèles, un dominant et un récessif, et que les gènes sont situés sur des chromosomes différents, c'est-à-dire que les gènes sont indépendants. Donc à la prochaine vidéo, on va voir comment se fait le transfert de deux caractères codominants au lieu de dominants.